Bienvenue dans Grand Paris, où en est la création d'entreprises en Île-de-France. Elle semble marquer le pas si on en croit les derniers chiffres de l'INSEE. Et en même temps, d'autres études très encourageantes pointent au contraire une très bonne tenue des jeunes entreprises, notamment cette étude qui nous dit que deux jeunes entreprises franciliennes sur 3 existent toujours au bout de 3 ans et embauchent. Alors qu'est-ce qui pousse à la création d'entreprises? Qu'est-ce qui la freine? Décryptage sur ce plateau. Je reçois Bernard Cohen-Haddad, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de la CGPM Paris. Corinne Verrecchia, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat fiscaliste, donc importante, notamment quand les entreprises démarrent. On y reviendra. Jérôme Dubu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général du MEDEF Île-de-France. Et Alexandre Zapolski, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de l'INA Agora. Vous avez vous êtes le cofondateur de votre entreprise donc en 2000. Une entreprise qui est un éditeur de logiciels open source pour faire court. Alors je voulais juste déjà, peut-être qu'on commente ces chiffres, même si d'un mois sur l'autre ça ne veut pas toujours dire grand-chose, de l'INSEE, mais enfin un recul de 3,3% en février, limité à 1,2% si on oublie les auto-entrepreneurs, qu'il faut d'ailleurs pas oublier parce qu'ils représentent maintenant plus de la moitié des créations d'entreprises. Bernard Cohen-Haddad, quel est votre commentaire? Vous savez, la création d'entreprises fonctionne avec un système très simple qui est la confiance des entrepreneurs dans l'économie. Donc on est en période difficile économiquement et on est en période électorale. Donc deux éléments qui permettent un léger recul, voire une légère stagnation. C'est tout pour le moment. On verra en septembre, sur les 8-9 premiers mois, s'il y a une vraie, j'allais dire, inclination, voire un infléchissement des courbes. C'est un peu trop tôt encore. C'est un peu trop tôt. Il faut dire aussi que sur les 3 mois, c'est pas si mal que ça comparé aux 3 mois de l'année précédente. Donc, oui, on avait pris un peu de muscle là, parce que on s'attendait à une reprise, ou en tous les cas à un contexte plus favorable, mais il y a ces deux éléments qui sont quand même très prenants, à la fois la situation économique qui n'est pas facile avec les craintes sur l'euro et disons-le, et Paris est une place importante, Paris est le grand Paris, ne l'oublions pas, et puis il y a aussi cette période politique qui est quand même relativement difficile, notamment pour ce qui concerne les problèmes de financement et de fiscalité pour les entreprises. Corinne Verrecchia, vous sentez ce tassement dans votre activité? Oui, de toute façon, il y a un tassement dans l'activité qui est lié, à mon sens, beaucoup aussi à l'attentisme du fait des élections présidentielles. Donc, les personnes et les entreprises ont du mal à prendre leurs décisions en ce moment, puisqu'il y a une instabilité, une insécurité, notamment sur le plan fiscal, qui est vraiment très très importante. Je dirais que pour moi, le premier message serait de dire qu'il faut dépolitiser le débat fiscal pour refaire de la fiscalité un vrai outil de développement dans l'économie et donc de soutien notamment aux PME. C'est vrai que c'est pas facile en période de campagne électorale ce que vous demandez. Jérôme Dubu. Oui, je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Ce qui est remarquable, c'est que la création d'entreprises a poursuivi ses efforts et a continué en période de crise. C'est ça qu'il faut souligner aujourd'hui. Car je vous rappelle qu'en 2001, nous faisions 250 000 entreprises créées à peu près en France. Je ne parle pas de l'Île-de-France. Aujourd'hui, on en fait 620 000. C'est-à-dire qu'on en fait 2 fois et demi plus, voilà. Presque 3 fois plus. Et donc, ce trend, qui est très bon, en fait, on a toujours dit que la France ne crée pas d'entreprises. En réalité, c'est faux. Il faut se sortir ça de l'esprit. Aujourd'hui, on crée des entreprises, même s'il y a le phénomène des auto-entrepreneurs qui représente à peu près la moitié des créations d'entreprises. Si je les exclus, on est quand même passé de 210 000 à 350 000. D'ailleurs, donc c'est assez remarquable. Exclure, d'ailleurs, si ce n'est parce que le chiffre d'affaires est limité. Si on prend le chiffre de 2010, qui est le chiffre qui est effectivement le plus significatif, puisque c'est l'année d'après-crise, c'est l'année de la chute, d'après la chute économique de 2009, on a fait 622 000 créations d'entreprises en France et un très bon trend, un très bon niveau en Île-de-France, même si on est à 25% des créations d'entreprises, alors qu'on représente 30% de l'économie. Donc on devrait être un petit peu au-dessus. Mais c'est ça qu'il faut souligner. Maintien des créations d'entreprises malgré la crise. Bernard Cohen-Haddad, sur les chiffres, quand on rentre dans le détail, notamment des chiffres de l'INSEE auxquels je faisais allusion, on voit quand même qu'il y a des fortes disparités à la fois par secteur et surtout régionales, par département. Oui, effectivement. Alors moi,
Ce que j'ai écouté là, et j'ai apprécié ce qu'a dit Jérôme Dubu, parce qu'effectivement... C'est appréciable, parce que comme on sait qu'au niveau national, vous n'êtes pas toujours d'accord entre la CGPM et le MEDEF, c'est formidable de vous retrouver sur ce... Vous savez, nous on est sur le terrain, souvent ensemble, et on est sur le terrain pour défendre les entreprises, et surtout pour défendre les PME. Alors après, effectivement, les états-majors sont les états-majors et nous les respectons et nous les soutenons. Mais concernant ce que vous évoquiez, ce qui est important, c'est de se dire que, effectivement, dans certains secteurs, il y a aussi des périodicités, des caractères de saison. Par exemple, la construction. La construction, il y a eu l'hiver qui a été plus ou moins froid. On a eu une période un peu critique qu'on n'attendait pas, avec une période préalable qui était quasiment estivale, enfin dire printanière, au mois de janvier. Et puis après, on a eu du gros froid, etc. On a aussi un certain nombre d'activités, notamment de services, qui sont en restructuration. Et puis, et ça c'est important puisqu'on est quand même à Paris, c'est le problème lié au commerce et à l'insécurité. On ne parle pas assez. Et je ne veux pas, comment dirais-je, jeter le voile de manière négative. Il y a aussi encore un problème d'insécurité à Paris, et ça, il faut aussi le résoudre. Et ça, c'est important, ça joue. Je tiens à vous le dire. Ce qui est important pour le chef d'entreprise, et je crois que là-dessus, nous serons tous d'accord, c'est avant tout la confiance. Et quand la confiance va, et quand la sécurité est là, le business, puisqu'on est à BFM Business, redémarre, où il continue d'avancer. Alors, évidemment, on comprend bien ce que vous nous dites sur la confiance. Alexandre Zapolski, je voudrais que vous rebondissiez sur ce que Madame vient de dire en disant les périodes électorales, ça se prête pas tellement à la création d'entreprises parce que, voilà, on fait attention, on entend des choses parfois très contradictoires des uns et des autres et on se dit, oulala, à quelle sauce je vais être mangé. Vous avez créé votre entreprise en 2000, donc en effet, entre deux périodes... Ça remonte déjà à 12 ans. Non, mais moi, ce que je dois dire sur ce sujet-là, c'est que, assez paradoxalement, quelles que soient les propositions des candidats, on se retrouve dans un climat pour les PME, et alors plus particulièrement pour les PME innovantes, les PME du numérique par exemple, dans une situation plutôt extrêmement favorable. C'est la première fois dans une campagne présidentielle où, quels que soient les partis principaux, je laisse les extrêmes là où ils sont, on a des positions aussi dynamiques, aussi en faveur des PME, que ce soit à droite, avec un bilan sur l'accompagnement des PME qui est tout à fait remarquable, avec notamment un renforcement considérable du rôle d'Oseo, qui est vraiment... dont vous avez bénéficié, donc là vous savez de quoi vous parlez. Ah ben nous on est le schéma typique de la PME accompagnée, aidée, donc ça fait 12 ans effectivement que Oseo nous accompagne à chacun de nos stades de développement. Ce qui fait que l'Inagora est aujourd'hui l'un des leaders dans son domaine, vous l'avez dit, le domaine de l'open source, c'est effectivement le fait qu'on ait reçu tout cet accompagnement-là. Et l'Inagora deviendra une ETI, ça va devenir une entreprise de taille intermédiaire, ces fameuses entreprises dont on manque tant en France, parce qu'il y aura eu tout cet accompagnement-là. Et donc, à droite, un bon bilan et une volonté très forte de renforcer encore les dispositifs. Quant à la gauche, bon, beaucoup de chefs d'entreprise s'en inquiètent. Moi, quand j'écoute Michel Sapin ou François Hollande, qu'est-ce qu'ils disent sur les PME? Il dit au contraire, on va également renforcer, on va davantage aider les PME. D'Oseo, on va en faire une super banque de l'industrie. Et tout ça va vraiment dans le bon sens. Donc finalement, peu d'inquiétude d'un point de vue fiscal pour les PME. Je serais le PDG d'un grand groupe du CAC 40. Je dirais peut-être pas la même chose. Bon, ceci. Jérôme Dubu, oui, très rapidement, on conclut là. Je partage pas du tout l'optimisme de mon voisin. Bon, alors on va y revenir, ça m'étonne pas tellement. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Nous reprenons notre débat sur la création d'entreprises en Île-de-France. Qu'est-ce qui la favorise? Qu'est-ce qui la freine? Je rappelle que je reçois Bernard Cohen-Haddad, vice-président de la CGPM Paris, Corinne Verrecchia, avocat fiscaliste, Jérôme Dubu, délégué général du MEDEF Île-de-France et Alexandre Zapolski, PDG de l'Inagora. Alors, on a vu juste dans cette fin de quart d'heure, vous n'étiez pas tout à fait d'accord sur le climat de confiance. Jérôme Dubu, vous pouvez nous en dire un mot, mais on va venir peut-être plus sur les aspects techniques de ce qui favorise la création d'entreprises. J'ai vu que vous relativisiez ce que votre voisin créateur d'entreprise disait. Non, on parlait du climat électoral. On parlait pas vraiment du climat économique. Et moi, je trouve qu'il était assez optimiste puisque il y a un certain nombre de candidats qui veulent remettre en cause le statut d'auto-entrepreneur. Alors, ce sont des attaques qui sont récurrentes contre ce statut, notamment. Et qui viennent aussi de vos rangs, qui viennent aussi absolument. des organisations professionnelles, j'allais le dire, parce qu'elles ont considéré que c'était une rupture
d'un certain nombre de concurrences déloyales, etc., qui profitaient à un certain nombre de gens qui, au fond, n'étaient pas vraiment des entrepreneurs. Bon. En réalité, qui n'étaient pas soumis aux mêmes contraintes. Voilà, et toutes ces critiques ont été un peu balayées par les chiffres et par le fait que 20% à 25% des auto-entrepreneurs ont créé une entreprise. Alors, remettre ce statut, c'est évidemment aller contre la création d'entreprises. Et puis, deuxièmement, il y a quand même aussi un certain nombre de candidats qui préconisent une augmentation massive des charges sur les entreprises, notamment le 0,1% sur les retraites, et bien évidemment, c'est un climat qui est assez inquiétant de ce point de vue-là. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand même, les PME, c'est un peu un îlot dans le monde patronal qui est assez décrié, comme on l'a vu dans cette campagne. On peut le regretter, on le regrette souvent sur ce plateau. Les chefs de petites entreprises, eux, paraissent plutôt comme des pourvoyeurs d'emplois. Alors justement, peut-être sur ce thème-là... Ils ne paraissent pas, ils sont. Ils sont. S'il vous plaît, ils ne paraissent pas, ils sont, parce que c'est très important. Et n'oubliez pas que dans les PME, il y a aussi ce qu'on appelle les TPE. C'est-à-dire qu'on a les TPE qui sont moins de 20 et qui sont aujourd'hui à la recherche de dynamisme, de force de travail, d'énergie, de jeunes diplômés et non diplômés. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus gros et qui sont de 20 à 50 et jusqu'à 250, parce que c'est ça, les PME, et qui, ceux-là, surtout dans le territoire de Paris-Île-de-France, cherchent d'une main-d'œuvre un peu plus qualifiée, souvent, un peu plus technique, et c'est un peu le rôle. Donc, oui, c'est assez mitigé. C'est une mosaïque, les PME. C'est pas uniquement un sigle, c'est des entreprises différentes, à la fois par leur grosseur, par leur activité et par leur implication territoriale. Vous savez, tout ça est un peu artificiel, très honnêtement. Enfin, quand vous êtes chef d'entreprise, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez qu'en réalité, quand vous regardez les chiffres, vous voyez que quand une grande entreprise, pas forcément du CAC 40, mais une très grande entreprise, s'installe en Île-de-France, quand elle crée un emploi, elle en génère 7 à 8 dans les PME et les TPE. Donc tout ceci fonctionne en réalité ensemble. Moi, je ne comprends pas cette espèce de lutte des classes qu'on veut instaurer chez les entreprises, car en réalité, tout ce qui est entreprise fonctionne dans le même sens. Et les grandes entreprises, si elles fonctionnent bien, les petites et les moyennes fonctionneront bien. Il y a un effet de levier qui est évidemment évident. Corinne Bereka. Pour rebondir sur effectivement toutes ces remarques, sur le climat, effectivement, il y a une grande dynamique en France sur la création d'entreprises. Elle a été constatée par tout le monde et ça répond au catastrophisme qui a été un peu véhiculé ces derniers mois et c'est très bien qu'on puisse constater cette dynamique. Deuxièmement, il faut quand même comprendre que le dirigeant d'entreprise, c'est un tout. Moi, c'est aussi quelque chose que je véhicule. Il y a le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Et pour moi, tout ça, c'est quand même la même personne. Le dirigeant d'entreprise, le dirigeant de PME. Donc, le climat d'insécurité fiscale que l'on peut avoir aujourd'hui, il est global et il atteint le dirigeant d'entreprise dans sa globalité. Donc, même si on a effectivement beaucoup de dispositifs qui sont incitatifs pour les PME, ils sont aussi, il y a de grands débats sur les grandes entreprises et c'est vrai que tout le tissu économique est très lié. Il faut quand même voir que le dirigeant d'entreprise dans sa globalité aujourd'hui est frileux par rapport à la fiscalité parce qu'il se sent atteint quand même d'une manière générale dans ses capacités d'investissement, dans sa prise de décision, dans son évolution patrimoniale générale. Ce qui est important, Alexandre Zapolsky. Ce qui est important, c'est la stabilité fiscale. Tout à fait, la sécurité fiscale. Absolument. Tout à fait. Et on voit par exemple qu'il y a des dispositifs qui fonctionnent formidablement bien, comme le crédit d'impôt recherche, tout à fait, qui a permis enfin à la France de rattraper un nombre important de retards qu'elle avait par rapport à d'autres pays de l'OCDE en matière d'investissement privé dans le domaine de la recherche et développement, et ça on le doit directement au crédit d'impôt recherche. C'est vrai qu'il y avait une grande question sur, en fonction d'un Sarkozy ou d'un Hollande élu, qu'est-ce qui va advenir de notre crédit d'impôt recherche, puisque cette année, le gouvernement a décidé d'un petit peu raboter le crédit d'impôt recherche. Je ne vais pas rentrer dans quelque chose de technique, mais on a perdu 25% d'aide à travers ce crédit d'impôt recherche, qui a un vrai impact direct pour nos entreprises. Alors néanmoins, le gouvernement a compensé cette diminution du crédit d'impôt recherche par la mise en place d'un programme absolument extraordinaire qu'on appelle le grand emprunt et les investissements d'avenir, qui permettent à des entreprises innovantes de disposer de fonds propres et de quasi-fonds propres, donc d'augmenter la capacité d'effet de levier, si vous voulez, de nos entreprises. Et ça, c'est tout à fait fondamental. C'est la première fois que ça se passe comme ça en France. Donc, il y a eu quelque part un peu une compensation dans la politique gouvernementale jusqu'à présent. Mais ce qu'on demande avant toute chose, et ce que les entrepreneurs demandent avant toute chose, c'est la stabilité fiscale. C'est pour ça que ce qui est très important, c'est que quand l'équipe Hollande nous dit
ben, je maintiendrai le crédit d'impôt recherche et je l'élargirai. Merci. On a toujours besoin d'un fiscaliste. Voilà. La preuve est faite On va vous aujourd'hui. laisser là faire vos affaires ensemble. L'assiette des PME sur ce crédit d'impôt recherche, ça va dans le bon sens. Oui, tout à fait. Un autre point, si vous me permettez juste d'intervenir sur la question auto-entrepreneur, petite entreprise, PME. L'un des sujets majeurs qu'on a aujourd'hui, c'est d'investir et de faire grandir ces fameuses PME qui sont dans la compétition mondiale. Et il y a deux types de PME qui sont dans la compétition mondiale. Il y a celles qui sont implantées en France, qui exportent pas, mais qui luttent contre des concurrents étrangers. Nous, par exemple, on a une solution qui est concurrente à celle de Google et à celle de Microsoft. Et donc, forcément, quand il y a un client qui achète nos solutions, il n'achète pas la solution de Microsoft ou de Google. Et donc, nous, on aide à diminuer notre balance commerciale. Ça, c'est le premier cas d'entreprise. Le deuxième cas d'entreprise, c'est les entreprises qui exportent et qui sont, elles, confrontées sur des marchés extérieurs à la compétition mondiale. Et ce sont ces entreprises-là, naturellement, qu'il faut aider, et c'est celles qui nous aideront à rétablir notre balance commerciale. Jérôme Dubu, et puis je vous passe la parole juste après, on a l'impression, en vous écoutant, que quand même l'aide financière, c'est le premier souci du créateur d'entreprise. Est-ce que c'est le cas, Jérôme Dubu? Alors, lors du Salon des entrepreneurs, l'Association pour la création d'entreprises a fait une enquête auprès des jeunes créateurs d'entreprises, et contrairement à ce qui a été dit, ça n'est pas l'affaire financière qui est arrivée en premier. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois le climat de confiance et l'activité. Ça peut paraître assez évident, mais c'est bien de le rappeler. Les problèmes financiers ou les manques de financement sont venus après. Juste après la création, donc, finalement. Effectivement, on pouvait penser que lorsque l'activité était plus forte, on aurait plus de création. Les chiffres ont montré l'inverse, grâce au statut de l'auto-entrepreneur principalement. En réalité, en Île-de-France, ce qui nous manque, puisque nous sommes sur le territoire francilien du Grand Paris, ce qui nous manque, ce sont surtout des ETI. On a aujourd'hui des entreprises de taille intermédiaire. On a aujourd'hui 1000 entreprises de taille intermédiaire en Île-de-France sur 4200, 4500 en France. Donc on n'est déjà pas très bien en France, on est encore moins bien en Île-de-France puisque on ne fait même pas 30%, ce qui est l'économie, ce qu'on représente, ce que l'Île-de-France représente au niveau hexagonal. Donc on a un vrai problème pour faire grandir nos PME et c'est extrêmement important à la fois pour l'Île-de-France qui est en déficit de la balance commerciale, extrêmement fort. On a un taux de couverture de 65%. Oui, ce qui est énorme. On représente en Île-de-France les 2/3 du déficit commercial français. C'est aussi parce que nous n'avons pas d'entreprises de taille intermédiaire qui sont capables d'aller à l'exportation. Alors qu'on devrait être le poumon économique. Bernard Cohen-Haddad. Moi, je reviens sur deux choses. À la fois, ce qui a été dit sur la sécurité. Tout à l'heure, quand j'évoquais sécurité, c'était pas uniquement la sécurité physique de nos entreprises, c'est la sécurité normative, législative. Chacun a entendu ce qui a été dit par le président de la République dimanche soir, qui était une des propositions de la CGPME et encore qui allait encore plus loin, puisque, vous savez, aujourd'hui, il y a par an à peu près 6000 normes qui sortent. Entre les normes régionales, les arrêtés, les normes nationales, les normes européennes, il y a 6000 textes nouveaux qui sortent sur la création d'entreprises, sur l'entreprise. Ça fait beaucoup. Lundi dernier, Frédéric Lefebvre a créé une commission, c'est la commission anti-paperasse, pour faire en sorte, et vous savez bien... C'est pas la première, quand même. C'est pas la première, mais pour vous dire qu'il y avait quand même à la commission Warsmann, il y a une volonté de simplifier. Donc ça joue cette capacité de sécurité... Ce sera pas la dernière, voilà. Non, mais c'est jamais la dernière. Et puis, de toute façon, c'est un état d'esprit. Et je crois qu'il faut être positif sur ce domaine. Je crois que c'est important. Vous savez, quand on est un vrai patron de PME ou de TPE comme je suis, mon métier, c'est pas de faire de l'administratif, c'est de faire quoi? C'est de l'accompagnement de mes clients et de faire du commercial et de la gestion. C'est pas de gérer de l'administratif. On a du personnel pour cela et qui est, comment dirais-je, formé pour gérer l'entreprise. Le deuxième point, et ça c'est très important, c'est aussi le problème de financement des entreprises. Quand je dis le problème, la réflexion sur le financement, qui ne doit pas être aujourd'hui un financement uniquement fondé sur le financement lié aux banques, compte tenu de ce qu'on appelle les règles prudentielles, BAL 3, et aussi de l'investissement à travers l'assurance vie des assureurs, à travers Solvency II. C'est ça qui est important, il faut en parler. Il y a le capital investissement, et je pense qu'on y viendra tout à l'heure. Il y a le financement des entreprises par le marché, et il y a aussi, ne l'oublions pas, le marché obligataire, et enfin, l'investissement dans les entreprises des particuliers. Et ça, c'est lié aussi à la fiscalité. D'ailleurs. Voilà. Corinne Verrecki, alors sur le côté, il y a 6000 normes par an, d'une certaine manière, vous, c'est votre travail de démêler cet écheveau.
Oui, alors en fiscalité, c'est particulier parce qu'effectivement, on a battu d'ailleurs des records l'année dernière du point de vue normatif parce qu'on a quand même lu trois lois de finances rectificatives. Donc, je crois que c'était quand même à peu près une première. Donc, effectivement, la fiscalité est un domaine qui évolue en permanence puisque chaque année, le budget est étudié, il faut valider les évolutions, Le problème que l'on a, c'est que la fiscalité aujourd'hui est très liée aux politiques. Mais quand même, Corinne Verica, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de créer son entreprise. Oui. Il y a plein de dispositifs, Le il y a plein système de l'auto-entreprise, moi je le véhicule assez souvent auprès de personnes qui ont un projet, parce que pour moi le système de l'auto-entreprise, c'est effectivement ce qui gère une période intermédiaire entre le moment où je me dis tiens, j'ai un projet et je vais créer vraiment une société pour le faire fonctionner. Ça permet de gérer cette période-là avec quelque chose de très souple, avec des avantages fiscaux, des avantages sociaux, et on peut transformer au bout du compte l'auto-entreprise dans une structure beaucoup plus musclée, quoi. Oui. Il y en a plus musclée. Auto-entrepreneur. Alors, Une vingtaine de pourcents, c'est pas négligeable quand même. C'est important. C'est souvent des jeunes d'ailleurs que je voudrais signaler que le statut de l'auto-entrepreneur a beaucoup de succès dans les quartiers en difficulté, dont nous avons un certain nombre en Île-de-France, puisqu'on a 120 quartiers politiques de la ville en Île-de-France, et nous avons constaté que dans ces quartiers, le statut d'auto-entrepreneur était une manière pour ces jeunes de s'en sortir. Alors, on peut dire que ça fausse la concurrence, etc. Moi, je préfère qu'on ait des jeunes qui s'en sortent par le statut d'auto-entrepreneur et qui créent ensuite leur entreprise, parce qu'ils ont souvent des projets, plutôt que de les laisser au chômage ou éloignés de l'emploi. Voilà, donc il y a aussi un rôle social de la création d'entreprises qui est extrêmement important aujourd'hui en Île-de-France. Et qui est d'ailleurs, que chaque département essaye de favoriser, parce qu'on a vu que même dans les zones difficiles. Il y a des départements qui sont en difficulté dans la création d'entreprises depuis le début de l'année. C'est la Seine-et-Marne qui, bizarrement, a un taux de chute de 15%. On ne sait pas très bien pourquoi. Les Yvelines, 10%. Et même Paris a un taux de chute de 3-4%. Enfin, ils sont dans la moyenne, mais voilà, c'est pas tout à fait normal pour ces départements qui sont des départements jeunes. Les départements jeunes, la Seine-et-Marne, les Yvelines, donc la Seine-Saint-Denis, dynamique, donc quoi qu'on en dise. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants et on va parler notamment des questions de financement. Nous reprenons notre débat sur la création d'entreprises en Île-de-France, ce qui la freine, ce qui la favorise. Alors juste avant notre pause, vous aviez soulevé notamment le problème des financements, et d'une certaine manière, vous nous expliquiez qu'il faut pouvoir en quelque sorte se passer des banques, surtout quand elles sont c'est pas ce que je disais. un peu... Non, c'est pas ce que je disais. Ah, il y avait quand même cette idée-là. Je disais, si vous voulez, des chiffres, que 62% des patrons de PME de moins de 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires ont un seul partenaire financier qui est la banque. Ce que je ne veux faire comprendre, mais c'est pas moi qui l'a fait comprendre, c'est quelqu'un qui s'appelle René Ricol. Donc vous voyez, Bernard Cohen-Haddad est vraiment à la remorque là. Il essaie de comprendre et d'expliquer ce que d'autres ont dit et fait mieux que lui, notamment en matière d'investissement. C'est qu'aujourd'hui, compte tenu d'un certain nombre de règles prudentielles, le métier de banquier a changé. Et c'est pas moi qui le dis. Hier, nous étions avec Frédéric Oudéa, le président de la Fédération bancaire française, dans le cadre d'un think tank qui s'appelle le think tank Étienne Marcel, avec Laurence Minery, qui est une société de capital investissement éthique. Aujourd'hui, le métier de banquier a changé et qu'il faut renforcer le dialogue banque-PME. Mais les PME doivent penser à autre chose qu'au seul financement bancaire, et c'est pour cela qu'il faut aussi s'ouvrir sur des mesures fiscales, de mesures législatives pour accompagner différemment les PME en matière de financement. Et j'en termine, s'il y avait une seule, chose bonne, je dis bien chose bonne, un avantage de la crise, c'est ça, cette prise de conscience qu'aujourd'hui, il faut penser le financement des PME comme des grandes entreprises. C'est pas moi qui le dis, c'est Pierre Gattaz qui représente l'industrie. Le financement des entreprises différemment. Corinne Verica, je rappelle que vous êtes avocat fiscaliste. Oui, donc pour rebondir sur le financement, je pense qu'il fait partie, ça fait partie du travail des avocats aussi, donc de réfléchir aux solutions qui peuvent permettre justement de sortir entre guillemets du système bancaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne va pas exclure le système bancaire, mais il faut trouver des alternatives.
Donc la solution obligataire est une réelle solution pour les PME pour trouver un financement rapide dans un cadre sécurisé. L'exemple est très simple et c'est vraiment en 2 secondes. Une PME a souvent dans son giron un investisseur potentiel qui peut être un membre de la famille, qui peut être un tiers ami, Et généralement, le dirigeant de l'entreprise exprime son besoin de trésorerie. L'investisseur dit pourquoi pas, j'ai 100 000 euros, j'ai 50 000 euros, j'ai 2 millions d'euros. Mais le cadre juridique qui permet de réaliser cette opération-là n'est pas connu. Et il faut vraiment donc relooker, si je peux me permettre l'expression, la solution obligataire, la packager, pour employer un mot qui n'est pas très joli, pour que la relation investisseur-PME puisse très facilement se mettre en place et être claire. Donc il y a une rentabilité qui compense, qui rémunère le risque pris. Le contrat d'émission d'une obligation, c'est 3 pages. Donc c'est pas si compliqué que ça, on audite, mais voilà, et il faut vraiment permettre aux PME d'accéder à cette solution. Jérôme Dubu. Oui, je crois qu'il faut en revenir à ce qu'on peut faire en Ile-de-France, car finalement, c'est l'objet de cette étude. Moi, je crois qu'il y a trois objectifs qu'il faut qu'on se fixe en Ile-de-France pour accélérer la création et la transmission d'entreprises, parce que ça va souvent ensemble et on oublie très souvent la transmission d'entreprises. Le premier point, je l'ai dit, c'est faire grossir nos PME pour qu'elles deviennent des ETI, et pour cela, il faut les emmener à l'export. Et là, les grands groupes ont évidemment une responsabilité pour emmener des grappes de PME pour les faire grossir à l'export. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et notamment en Ile-de-France, puisque tous les grands groupes sont en Ile-de-France. Le deuxième point, c'est qu'il faut booster la création de nos petites sociétés innovantes. On est très en retard par rapport à Londres, notamment sur nos start-up, notamment sur la manière dont on les finance. Alors, la région a créé, avec l'ensemble des partenaires économiques, un fonds d'amorçage qui s'appelle Cap Décisif. On va voir ce que ça donne, mais c'est vraisemblablement assez insuffisant par rapport aux moyens considérables dont bénéficient les start-up londoniennes, par exemple, avec des business angels très, 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 très puissantes. Et puis le troisième point, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, la transmission d'entreprise. On a 50 000 entreprises, 50 000 chefs d'entreprise qui, dans les 5 ans, vont passer la main. Sur 620 000 entreprises en Ile-de-France, c'est considérable. Avec un savoir-faire fort, notamment des chefs d'entreprise de PME et de TPE, qui sont très inquiets sur la manière dont ils vont transmettre leur entreprise. Et de ce point de vue-là, la région a créé également un fonds qui s'appelle Fonds Transmission, Fonds Île-de-France Transmission, et ça, c'est une très bonne chose que nous allons accompagner. Alexandre Zapolski. Alors, il faut être très concret. Un chef d'entreprise, quand il souhaite créer son entreprise, notamment dans le domaine de l'innovation, en réalité, au démarrage, il n'a pas besoin de grand-chose. Il a besoin de quelques mètres carrés, d'une table, d'une chaise et puis d'une connexion à Internet. Donc, il y a une chose que n'a pas bien fait aujourd'hui la ville de Paris et que n'a pas bien fait la région Île-de-France, c'est de créer des espaces physiques, ces fameux incubateurs qui permettent aux entreprises de se lancer. Il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que... Alors, il y en a quelques-uns. Les places sont chères, on va dire. Absolument. Ils sont aujourd'hui remplis. C'est compliqué parce qu'une fois que vous avez une entreprise que vous avez incubée et qu'elle a commencé à grandir, vous lui dites pas, ma petite, pas forcément envie de partir. T'es en train de réussir, donc on va te mettre dehors. Et donc, moi, je vois la différence par rapport à San Francisco. On a un bout de l'Inagora qui est à San Francisco. À San Francisco, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que on empile les incubateurs les uns après les autres, et ça permet, c'est juste le start Delta, dont ont besoin en fait les startups. Ensuite, il y a besoin, une fois que ça commence un petit peu à marcher, de financement. Et là, moi, je dois rendre hommage en fait à toutes les structures qui existent, parce que ça fonctionne plutôt bien aujourd'hui en France. D'abord, c'est très facile, on en a parlé tout à l'heure, de créer une entreprise. En 10 ans, ça a vraiment changé. Moi, je me rappelle quand j'ai créé l'Inagora, je suis allé avec mon dossier à la préfecture pour créer la société. Aujourd'hui, quelques clics sur Internet, c'est fait. Le financement, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, l'un des enjeux majeurs, donc passer de 0 à 50 personnes, je vais pas dire que c'est facile, mais aujourd'hui, c'est bien structuré, ça fonctionne plutôt bien. Le vrai enjeu, comme le disait mon voisin, c'est comment on fait pour fabriquer ces fameuses ETI, ces ETI qui nous manquent tant. 50 à 300 ou 500 ou plus de 500. Plus de 500. Et donc, l'un des enjeux là, c'est l'export. On en a déjà parlé. L'export, le chasser en meute. Et c'est vrai que, alors, effectivement, il faut que les grands groupes nous accompagnent, qu'on aille chasser avec les grands groupes. Ils ne le font pas aujourd'hui. Ils font pas assez. Les Allemands le font très bien. Exactement. Ils sont très bien organisés là-dessus, et nous, on a du mal à être organisés. Et c'est une des revendications les plus fortes aujourd'hui de Pacte PME.
Et dans Pacte PME, si effectivement il y a quelques patrons de grands groupes qui nous écoutent, il faut qu'ils demandent en fait à leurs secrétaires généraux, à leurs directeurs généraux de regarder pactepme.org et qu'ils fassent signer leurs entreprises et que ces entreprises prennent des engagements qui sont aujourd'hui des engagements qui ne sont pas contraignants, c'est des engagements de bonne volonté pour amener des candidats comme l'Inagora à l'export. On n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin de l'État, on n'a pas besoin des collectivités locales, on est capable de se débrouiller nous-mêmes, c'est formidable. Bernard Cohen-Haddad, je rebondis sur ce qui vient d'être dit parce qu'il y a une étude évidemment iconoclaste, et on va finir avec un sujet qui fâche, de l'IFRAP qui dit que la question pour justement augmenter la taille des entreprises intermédiaires, c'est notamment de supprimer les seuils parce que les seuils sociaux sont un frein. C'est sûr. Pourquoi C'est sûr, bien sûr. Oui, ça fâche pas. Je crois qu'il faut aujourd'hui s'apercevoir que pour beaucoup de chefs d'entreprise, quand vous êtes à 51, c'est beaucoup moins intéressant, beaucoup plus contraignant que quand vous êtes à 49. Et qu'il faut faire sauter ces barrières. Mais moi, si vous me le permettez, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit sur Paris et le Grand Paris. Parce que je crois qu'il ne faut pas être manichéen et il faut aussi savoir reconnaître le travail des associations qui sont là, je pense notamment à Paris Initiative Entreprise, dont je suis membre du conseil d'administration, qui font du travail de détection des talents et qui font aussi du travail d'accompagnement, où il y a des anciens chefs d'entreprise, des anciens dirigeants de grands groupes, qui sont là pour accompagner les jeunes, les moins jeunes, qui ont une belle idée et qui ont besoin pendant un certain temps, j'allais dire, de soutien. Parce que lorsque l'on est chef d'entreprise, tout le monde n'a peut-être pas cette force de caractère. Non, mais si on veut pas être langue de bois. Non, mais attendez. Non, mais il y a un sujet on n'est qui est pas très dans simple. un débat politique. Là, je termine, s'il vous plaît. Quand on est chef d'entreprise, quand on est chef d'entreprise, il y a une chose que l'on partage. On partage que l'on est seul. Et c'est important, quand on démarre, de pouvoir être accompagné. Voilà ce que je voulais dire. Simplement. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Le mot de la fin. Et bravo et félicitations à toutes les initiatives qui existent aujourd'hui. Mais si on en faisait assez, les chiffres ne seraient pas ce qu'ils sont. Et donc, il faut en faire encore plus. Exactement. Et je conclurai en vous citant cette initiative 100 jours pour changer. C'est un réseau d'entrepreneurs, les clubs Esprit d'entreprise et l'association 100 000 entrepreneurs qui veulent que donc en 100 jours convaincre des jeunes de tous horizons de venir créer leur entreprise. Donc ils vont partir faire presque du porte-à-porte pour essayer en tout cas d'organiser une grande fête des parrainages. On voulait donc le signaler sur ce plateau. Merci d'avoir débattu de ce sujet. On l'a pas encore épuisé, je pense, donc on vous reverra sûrement prochainement, peut-être avec les prochains chiffres. En attendant, on va marquer une pause et on va partir retrouver cette icône mythique, Bob Dylan, à la Cité de la Musique.